Je suis le docteur Bouélé Georges. Je suis chirurgien à l'hôpital central de Yaoundé, chirurgien du ventre. Voilà, je suis le président d'Ascovim, qui est une association humanitaire du pays. Mon enfance a été celle de la plupart des enfants camerounais, c'est-à-dire qui sont nés dans une famille modeste, qui ont fait, pour qui les parents se sont battus pour qu'ils aillent à l'école. Mon père était un simple douanier qui n'était pas fortuné. Mes parents ont tout fait pour qu'on aille à l'école correctement. Je peux vous dire que je n'ai jamais connu les pressions de rentrée scolaire. C'est vous dire à quel point le mec était décidé à ce que son enfant aille à l'école à temps. Je suis allé à l'école primaire à Douala, à Bonadibon, une école catholique qui s'appelle, je crois toujours, Saint-Jean-Bosco. C'est là que j'ai fait le primaire. Après, le rêve de tout élève de primaire de Saint-Jean-Bosco était d'aller à Liberman. Malheureusement, j'ai raté le concours pour entrer à Liberman. Je suis donc allé à Saker. J'ai fait 7 ans là-bas, c'est-à-dire de ma 6e en terminale. Et après, j'ai eu la chance d'avoir mon bac. Je suis arrivé à Yaoundé pour la première fois pour l'école. Là, on était déjà dans les années 91. J'ai fait 2 ans de faculté de sciences. C'était les années un peu difficiles. C'est la période où il y avait beaucoup d'étudiants dans la même classe et tout. Et le gouvernement était en train de penser à créer SOA et tout ça dans les années qui ont suivi. Quand on est arrivé à l'université, le rêve, c'était de faire la médecine. Quand je suis arrivé, j'ai déposé mon dossier pour faire le concours du CUS à l'époque, qui est l'actuelle faculté de médecine. J'étais en retard, donc mon dossier n'a pas été retenu. Et j'étais avec un ami très cher et il m'a dit « bon, c'est pas grave ». Et puis on m'a suffisamment découragé, on était 5000 candidats pour 75 places à l'époque, donc je me suis dit « c'est pas la peine de le faire ». J'ai fait tranquillement ma fac sciences. Et mon ami, en 2e année, comme ça, il a dit « on remet sur notre projet de faire la médecine et moi je vais faire ton dossier ». Je lui ai dit « non, c'est pas grave ». Moi j'avais eu ma chance, je devais aller en 3e année de fac sciences. Je suis rentré à Douala. Il s'appelle Dr Penty Martin. Il est resté, il a fait mon dossier, il a tout déposé et je suis seulement venu composer. Et pour composer, il m'a même pas dit tu viens composer, il m'a dit viens m'accompagner. Et en allant l'accompagner, j'ai vu mon nom, il m'a dit assieds-toi, tu composes. Et comme ça, j'ai réussi le concours cette année-là. Quand j'entre à l'école de médecine, j'ai déjà fait 2 ans de fac, mais les premiers cours de faculté de médecine étaient difficiles. On était contents. Mais après, il a fallu beaucoup travailler. J'ai eu beaucoup d'enseignants qui m'ont beaucoup influencé. Mais globalement, c'était des chirurgiens. Le professeur Masso, c'est le professeur Bob, c'est le professeur Soso. C'est tous ces gens-là qui m'ont formé. Quand j'ai eu mon diplôme de médecin en 2000, j'étais affecté par chance dans le service d'un très brillant médecin camerounais qui s'appelle le professeur Nkam. Il venait d'être nommé directeur du CHU. Alors il m'a pris dans son service de réanimation polyvalente. Et là-bas, j'ai beaucoup appris. Alors, au bout d'1 an, j'ai été affecté comme médecin-chef à Bengbis, au sud du pays. Et là-bas, j'ai vraiment flirté avec les nécessiteux. Et 2 ans à Bengbis, après, j'ai réussi au concours de spécialisation en chirurgie. Quand j'arrive en chirurgie, j'avoue que c'est une carrière qui a été encadrée du début à la fin par le professeur Masso. C'est ce qu'on qualifie dans notre jargon de bon médecin. C'est un bon médecin parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute des malades, qui est à l'écoute de ses collaborateurs, aussi bien de ses supérieurs que de ses cadets. Et c'est un grand encadreur. Le patient a parlé de plusieurs symptômes. Il a évoqué la maladie hémorroïdaire. Je vous informe seulement que on ne dit pas que quelqu'un a les hémorroïdes parce que tout le monde a les hémorroïdes. Ça s'appelle les vaisseaux hémorroïdaux. Je vous ai dit ça, non? Donc tout le monde a les vaisseaux hémorroïdaux. Maintenant, lorsque ces vaisseaux ont une manifestation clinique, dans ce temps qu'on parle de maladie hémorroïdaire. On va vous examiner, mon frère. Vous avez les gants? Non. Si vous avez, venez.
Ascovim, c'est l'association des compétences pour une vie meilleure. J'ai eu beaucoup d'influence pour faire Ascovim. D'abord, mon père, qui a été malade pendant 23 ans et que j'accompagnais tout le temps à l'hôpital. Et je voyais beaucoup de malades attendre le médecin spécialiste. Ça m'a marqué d'attendre. Et lui, comme il y avait une petite anecdote, à ma naissance, une tante est venue et elle a dit cet enfant, il sera un médecin. Alors, depuis le bas âge, on dit oh, cet enfant, il sera médecin, il sera médecin, il sera médecin. Donc, on me rabâchait les oreilles à l'école primaire que je serais médecin. Bon, je ne connaissais pas l'impact. Au secondaire, c'était là. Mais j'ai pris l'ampleur des choses quand il fallait aller à l'université. Il m'a dit, écoute, tu as dit que tu veux être médecin, c'est le moment. Donc, mon père, pendant que je l'accompagnais, me disait, toi qui veux être médecin, là, tu vois comment on vous attend, tu vois comment beaucoup de gens souffrent quand tu seras médecin. Pensez à ces personnes qui n'ont pas de moyens, mais qui ont besoin de soins. Donc ça, c'est l'une des motivations qui m'a amené à créer cette association. La deuxième motivation, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Je pense que Dieu a influencé, comme il influence dans les vies des gens. Donc moi, je pense qu'il a influencé beaucoup dans la mienne, dans le sens où je n'ai pas été le foudre de guerre en classe, mais j'ai été toujours parmi ceux qui devaient réussir. Elle m'a posé la question, qu'est-ce qu'un polype? Et tu as dit quoi? Que c'est une évagination de la muqueuse. Une évagination. Polype, c'est comme la mangue. Tu as déjà vu une mangue suspendue sur un arbre? Oui, docteur. C'est ce qu'il est en train de te dire, que c'est quelque chose qui ressort à l'intérieur de la lumière. C'est comme une mangue qui pend. Tous les polypes ne pendent pas. Les polypes qui pendent comme ça, comme la mangue, c'est ça qu'on dit qu'un polype est pédiculé. Mais les polypes qui n'ont pas ça, qui sortent à l'intérieur comme ça, on dit que c'est un polype qui a une base sessile. Quand j'écoute les messages bibliques à l'église, partout, j'ai retenu particulièrement celui d'aimer son Dieu et celui d'aimer son prochain comme soi-même. C'est ça que j'essaye de faire, aimer son prochain comme soi-même. La meilleure façon en tant que médecin, c'est quoi? C'est d'aider les gens. La troisième motivation, qui je pense sous-tend tout, c'est que j'aime ça. J'aime voir les gens sourire. Pour voir les gens sourire, il faut pas qu'ils soient malades. Donc je cours partout pour trouver les gens qui sont malades et pour leur apporter un petit sourire. Première course, c'était en 97 avec un ami qui s'appelle Dr Issiben. Ils ont monté un groupe qui s'appelle le CEMOL. C'était un cercle d'étudiants en médecine, mais originaire du littoral. Alors, j'étais pas trop partisan de ce genre de groupe. En 97, ils m'ont invité, ils m'ont dit viens. Et quand je suis venu, je leur ai suggéré l'idée d'aller dans un village et soigner les gens gratuits. Et ça, tout le monde a aimé. Et on est parti, on a fait ça. On a demandé 1 franc aux parents et on a vu ce que le franc a réalisé. Et je me suis dit, tiens, cette idée-là, comme le papa me disait, ça peut aider. Hein. Mais j'ai fait cette campagne et stop, il n'y avait plus de moyens. C'est quand je suis devenu médecin généraliste, avec un peu de moyens, j'ai commencé alors à aller dans les petits villages et à soigner les gens. C'était une fois l'année. Médecin maintenant à Bimbis, alors les choses étaient différentes. À Bimbis, il me fallait aller dans les villages pour voir comment les gens habitent. Quand vous venez dans un village, les gens sont dans les cuisines. Hein. Et dans les cuisines, vous trouvez quelqu'un qui a simplement le palu ou bien qui a une simple diarrhée, quelque chose comme ça, un petit médicament. Et puis ça va. Et je suis tombé sur un groupe de jeunes espagnols qui étaient très motivés. Ils m'ont dit, écoute, nous on peut t'apporter les médicaments, mais on n'a pas d'argent pour te payer. J'ai dit, bon, ça tombe bien. Apporter les médicaments, on soigne les gens gratuits. On a commencé à soigner les gens partout. Après, en 2003, j'ai estimé que Bimbis avait beaucoup de chance. Et le groupe espagnol a décidé de rester dans la région, à perpétrer ses œuvres. Et au début, ils étaient 8. Et quand je quittais Bimbis, ils venaient déjà 300. Donc, j'ai dit, Bimbis, ça c'est de chance. Je vais me décaler un peu, comme je reviens à Yaoundé, et que je fais ma spécialisation. Moi, je vais courir partout dans le monde. Et j'ai eu la chance qu'en revenant à Yaoundé, j'ai rencontré un autre ami américain qui était venu au Cameroun pour faire un peu de chirurgie. Là, nous sommes en 2003-2004. Et quand l'ami est arrivé, il m'a dit, écoute, on va parcourir les villages ensemble. C'était une bonne motivation. On allait dans d'autres villages, on soignait les gens. Bon, c'était pas des grands nombres. Hein. Consultation, 50 personnes.
Opération 3 personnes. Après, j'ai eu une personne qui a beaucoup aimé ces activités, en la personne de Bill Swiney. C'était la deuxième personnalité de l'ambassade des États-Unis à une époque, qui était très motivé, qui adorait ça, qui n'hésitait pas à m'inviter le week-end, que non, allons. Ce qui fait que parfois, j'étais obligé de lui dire, j'ai pas d'argent. Il dit, non, 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 je vais trouver les médicaments et tout. Donc, on a soigné pas mal de gens dans les villages comme ça. Avec Bill Swiney, on a fait ça jusqu'en 2008. Et pendant que j'étais en Belgique pour faire ma sous-spécialisation, je me suis dit, il faut légaliser cette activité. Parce qu'on parcourait le pays sans document, et on a fait le document en 2008. Et on a commencé à chercher un nom, et voilà, c'est le nom qui a été retenu, c'était Ascovim. C'est une association un peu particulière qui n'obéit à aucune règle que les associations ont actuellement. Par exemple, une association, c'est toujours le président, le trésorier, tout ça, tout ça. Mais Ascovim n'a ça que de forme. Le reste n'existe pas. Tout le monde est membre et travaille à fond, c'est tout. Jusqu'en 2000, je faisais une seule campagne l'année. Et une campagne l'année, c'était environ, au trop, 60 personnes de consultées, 4 à 5 personnes opérées. Après, en 2002, 2001, 2002, 2003, quand j'étais à Bimbis, là, ça a augmenté un peu avec l'aide des Espagnols, parce que les Espagnols apportaient beaucoup de matériel. On est arrivé à avoir 1000 personnes pendant l'année. J'ai eu un jeune tchadien qui est venu apprendre les soins infirmiers au Cameroun et qui est tombé fou amoureux de cette association. Alors, on a parcouru le pays pendant 2 ans. C'était un mec super. Et on a vu beaucoup plus de gens. Alors, je crois qu'il y a eu des gens qui sont motivés pour l'Ascovim, mais je pense que c'est l'une des personnes que j'ai vues qui était plus motivée que moi. Parce que c'était le mec à qui je disais, on part, et qui me disait, voyons le dernier, ça c'est le dernier, ça c'est le dernier. Il s'appelle Bainamni Noël. Il est retourné dans son pays au Tchad, mais il a fait un bon boulot ici. Grâce à lui, on voyait déjà 2000 personnes l'année. En ce temps, le financement était personnel, ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, puisque ce sont mes propres moyens que j'utilisais. 2009, ça a commencé à monter, 8000 consultations l'année. 2009, 2010, 11 000. 2012, on est déjà à 12 000 patients comme ça, qu'on consulte gratuitement par an et à qui on donne les médicaments gratuits en fonction des diagnostics. Et aujourd'hui, on opère 700 personnes par an, gratuitement. Ascovim va, je sais pas moi, au nord-ouest, on était à Nieng, on était à Santa, où on a distribué du matériel scolaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Ascovim entre dans un village par la santé. On vient avec la santé, les gens ont confiance en nous, et on dit à ces gens, écoutez, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes vos enfants que vous avez envoyés à l'école. Nos petits frères qui sont là, envoyés-les à l'école, ils seront meilleurs que nous. Et les populations répondent par la même chose. On n'a pas les moyens. Et nous on dit non, on est venu avec les cahiers, on est venu avec les bics, on est venu avec les crayons. On distribue donc ça à la population. Pour le primaire, on le fait et on dit aux parents, si les enfants ont le CEP, soutenez-les. Parce que l'objectif n'est pas de faire démissionner les parents. L'objectif est qu'on a beau se voiler la face, mais il y a quand même la pauvreté. Il y a quand même la pauvreté. Nous, demain, là, on doit aller à l'extrême nord, les régions de Doukoula, de Goïntala, tout ça, dans ces villages-là où il y a eu parfois l'inondation, tout ça. Et quand vous arrivez là-bas, c'est difficile. C'est pour ça, je pense qu'on ne va pas toujours tirer sur le gouvernement. Je pense que le gouvernement fait beaucoup, mais la tâche est ardue. La tâche est immense. C'est pour ça qu'il faut plusieurs bras. C'est pour ça qu'il y a des ONG. C'est une organisation non gouvernementale qui doit s'associer à l'action du gouvernement. C'est ce que nous, on essaie de faire. L'État camerounais nous aide. Peut-être pas encore sur le plan des dons en matériel, mais l'État camerounais nous permet de réaliser ces œuvres, d'aller dans les villages, d'aller à gauche, à droite, de prendre en charge les populations. L'État camerounais nous permet de mettre l'ordre. Parfois, quand on va, il y a des régions où on va, le sous-préfet est là, avec nous tout le week-end, et avec les gendarmes et tout ça, on nous aide à mettre l'ordre, que la cérémonie se passe bien. Chaque année, on est d'environ 3500 enfants. Mais cette année, on a décidé d'aider 3000 seulement dans cette zone de Doukoula et 4000 dans le sud, dans tout le sud. Donc on veut passer de 3500 à 7000. Je dois dire que c'est lui le fondateur de cette association et ayant mis sur pied cela, je crois qu'il y consacre toute sa vie. Et
tous les week-ends, il fait des activités de brousse. Et c'est comme ça depuis une dizaine d'années. Il faut qu'à 8h30, je sois à l'hôpital central au plus tard. Parce que je dois consulter, je dois travailler, tout ça. Aux environs de 15h, je dois aller faire quelques cours parce que j'ai la chance de faire les cours de mon chef. Le professeur Masso, je fais quelques-uns de ses cours. Ce qui permet d'améliorer le niveau et tout. Après 18h, je peux revenir pour faire un travail. En ce temps, ça c'est un travail rémunéré. Et c'est grâce à ce travail privé rémunéré que je finance donc les activités. Parce qu'il ne faut pas croire que je claque des doigts quand je dis que je finance là. Je claque pas les doigts. Je fais comme ça de lundi jusqu'à vendredi. Et puis vendredi, j'ai le quitus du chef pour partir à 16h et pour aller dans un village. Donc dès 16h, le bus ronronne et puis on va quelque part. Mais seulement toute la nuit, il faut préparer. Il faut être sur le net. Il faut envoyer les invitations aux gens. Les gens qui veulent venir, les volontaires, parce que nos volontaires viennent de partout dans le monde. Ascovim, c'est 120 bénévoles venus de l'étranger. Et les bénévoles camerounais, ils sont autour de 300. Je chemine à ses côtés depuis pratiquement 5 ans. Il m'a encadré dans la profession médicale depuis mes études médicales, puisque j'ai fait sa connaissance lorsque lui, il était en spécialisation et moi, j'étais étudiant en médecine. Et au jour d'aujourd'hui, je suis avec lui dans toute cette grosse caravane humanitaire. Nakati muni munja nakati nadi bona bami besembo sami. CNN Heroes, ça a été l'une des plus grandes vitrines d'Ascovim. On a eu un ami, le docteur Tatiana Mouza, qui a brillamment ici aux États-Unis, a porté à l'attention des reporters de CNN Heroes, qui est une émission qui récompense l'une des personnalités dans le monde qui aurait marqué le monde par ses activités humanitaires, quel que soit le domaine, pas seulement la santé, dans tous les domaines. Alors il a porté à l'attention des présentateurs de cette émission le travail que nous abattons ici dans l'ombre depuis longtemps. Et par chance, sur les 8000 dossiers que CNN avait reçus, alors eux-mêmes ils disent que quand tu es dans les 8000 dossiers, tu es nominé. Et quand tu es dans les 24 où nous sommes actuellement, tu es sélectionné. Donc nous sommes donc sélectionnés parmi les 8000. Et on a 24 dossiers qui restent. Après, on va passer à une étape de 10 dossiers. Si on a encore la chance d'être parmi les 10 dossiers, alors là, on va procéder par vote dans le monde pour élire la personnalité CNN Heroes 2013. Bon, tu peux imaginer qu'on a les genoux au sol dans la prière pour être parmi ceux-là. Mais pour nous, c'est déjà une grande victoire d'être parmi les 24. On a bénéficié d'une semaine à CNN où on est passé. Et ça a montré que beaucoup de gens nous ont écrit, beaucoup de gens ont même donné et beaucoup de gens veulent participer. Je pense que ça va augmenter le nombre de volontaires. Mais je tiens à préciser que tous les week-ends, nous sommes nominés pour le sourire dans un village du pays. Et c'est la meilleure distinction. Chaque fois qu'on opère quelqu'un, parfois il ne dit même pas merci. Mais quand il sourit, que sa douleur est passée, qu'il est soulagé, alors c'est le meilleur award. Mais il faut préciser que nous ne sommes pas des Globetrotters, nous ne sommes pas Superman. Nous ne venons pas pour régler avec une baguette magique. Donc nous n'apportons pas le rêve, mais nous essayons que pendant ce week-end, si une maman a mal au dos, si elle a une crise de maladie ulcéreuse, qu'on lui apporte le médicament qui va apporter le soulagement nécessaire. Premièrement, pour qu'elle croie aux facultés de cette science qu'est la médecine moderne, et aussi pour qu'elle puisse aller continuer le traitement dans l'hôpital le plus proche. C'est parce qu'Ascovim croit en ces jeunes que nous partons de Yaoundé pour aller à l'extrême nord, pour donner le cahier, le bic à un enfant. Parce qu'on a espoir. Pas qu'il sera absolument comme Richard Bonnat ou bien Etofis ou bien... Non, mais s'il peut être un simple menuisier, un forgeron, il apportera beaucoup à sa nation. Et pour faire ça, pour apprendre ce petit métier, il faut qu'il aille à l'école. Il faut qu'il ait les connaissances. C'est pour ça que nous allons dans
tous ces villages pour donner du matériel scolaire aux enfants pour aller à l'école. Et puis, qu'est-ce qu'on demande à ces enfants? Le travail. Et je pense que Dieu a donné à chacun de nous une mission. Certes, certaines personnes ne reconnaissent pas très vite leur mission. C'est ce genre d'enfant qu'on appelle à la maison le feignant, il ne faut rien. Non, je pense qu'il faut lui donner l'opportunité de faire ce qu'il a envie. Si vous avez la chance de faire ce dont vous avez envie, alors faites-le bien avec l'abnégation, c'est tout. Docteur Georges Bolet, comment ça se passe pour bénéficier des actions d'Ascovim? Parfois, les villages nous sollicitent. Parfois, c'est un individu qui dit « Ok, je veux que vous veniez dans mon village », il écrit une lettre. Parfois, c'est nous-mêmes qui passons en route et qui choisissons un village. Normalement, nous recevons les demandes entre le mois d'octobre et de décembre de chaque année. Comme ça nous permet de faire le calendrier de l'année. Alors, c'est certain qu'il y a des malades partout, il y a des personnes à qui vous voulez redonner du sourire dans tous les villages. Mais est-ce que vous avez des critères quand même pour retenir un village par rapport à un autre? L'ancien critère qu'on utilisait le plus, c'était que on va dans un village où l'hôpital le plus proche est à une dizaine de kilomètres. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a les nécessités partout. Donc partout où nous sommes invités, nous évitons seulement les grandes villes. Alors, on l'a vu dans l'entretien que nous venons d'avoir, vous n'avez presque pas de vie pour vous-même. Votre vie privée, docteur Bolet, elle consiste en quoi finalement? Je pense que la vie, c'est comment la vie. Vous pouvez passer tout votre temps à vivre votre vie privée. C'est un choix de vivre comme ça. Mais moi, j'ai choisi de rendre les gens heureux et à donner du sourire aux gens. Pourquoi? J'ai des enfants. Mes enfants, ils sont contents. Certes, je ne suis pas avec mes enfants tout le temps, ça manque. Ça manque énormément. Mais j'ai aussi eu la chance, j'ai dit Dieu m'a beaucoup aidé. J'ai eu la chance d'avoir des enfants qui comprennent. Est-ce qu'ils vous appellent Dr House ou Dr Bruce? Vous avez un nom? Non, mais mes enfants, il y a tellement de sobriquets. Il paraît que vos collaborateurs de l'association vous appellent George the Jungle, quelque chose comme ça. George of the Jungle, ouais. Ça, c'est... Il y a une amie qui s'appelle Issa qui a fait beaucoup de choses aux États-Unis et qui vit là-bas et qui vient ici, qui travaille un peu avec nous, qui nous amène dans son village en Jitam. Et c'est là-bas qu'est né le nom de George of the Jungle. Docteur Georges Bolet, vous allez continuer vos campagnes itinérantes tous les week-ends dans les villages à soigner, à donner du sourire aux gens. Mais quels sont vos autres projets? Est-ce que vous avez des perspectives dans le cadre de l'association vous-même pour votre carrière professionnelle? Oui, pour ma carrière professionnelle, j'ai des projets. Le premier est dans le cadre de l'enseignement. Si j'ai l'opportunité d'être recruté en tant qu'enseignant, à suivre une carrière, ça c'est un rêve, enseigner au maximum. J'ai envie aussi d'écrire 2 ou 3 bouquins sur les signes et les symptômes des maladies chirurgicales en milieu africain, en compagnie de certains médecins comme le docteur Ikani, qui est comme un frère pour moi. Nous repartons avec le sourire et nous vous laissons courir à gauche et à droite. Ah, merci à vous, c'est super. Je tiens à remercier cette émission qui a pour but pas de distribuer un rêve, mais de faire croire aux jeunes qu'ils ont leur place et qu'il suffit seulement de travailler. Et cette émission, moi je ne la connaissais pas, mais quand j'ai vu tout ce qui a été fait et quand j'ai vu l'impact que cela peut avoir, et je me suis mis de l'autre côté, je me suis dit si je voyais une émission de carrière et que j'étais quelqu'un qui n'avait pas d'emploi, je crois que je me serais inspiré de quelqu'un. Donc félicitations et à la prochaine. Partageons l'impact ensemble. Merci.